On connaît tous cette scène. On est chez le médecin, le brassard se dégonfle tout doucement autour du bras, il y a ce petit silence. Et puis, le chiffre tombe. Oui, Un chiffre qui n'est pas assez haut pour crier hypertension, mais en même temps pas assez bas pour être totalement rassuré. On repart souvent de là avec une impression de flotter dans une sorte de zone grise. c'est exactement ça. Une zone grise qui, pendant longtemps, a manqué de nom et surtout de plan d'action clair. On disait à surveiller, ce qui est un peu angoissant et au fond pas très concret. Exactement. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les toutes nouvelles recommandations européennes pour 2024 qui donnent enfin un nom et un cadre à cette situation. La tension élevée. Notre objectif, c'est vraiment de traduire ce jargon médical pour que ça devienne compréhensible pour tout le monde. Oui, qu'est-ce que ça change concrètement? Alors, qu'est-ce que c'est cette tension élevée? Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Et surtout, qu'est-ce qu'on fait? Et pour ça, on va s'appuyer sur le document de référence des cardiologues européens, mais en le rendant le plus accessible possible. L'idée, c'est que chacun puisse comprendre la logique de son médecin et devenir un vrai partenaire dans la gestion de sa santé. Alors, commençons par le début. Avant, c'était un peu binaire. Soit la tension était normale, soit on avait de l'hypertension. Qu'est-ce qui a changé dans cette vision des choses? Eh ben, le changement fondamental, c'est d'accepter que le risque cardiovasculaire, ce n'est pas un interrupteur on-off. Il ne commence pas magiquement à 140-90, c'est un continuum, vous voyez. Une sorte de pente progressive. Précisément. Une pente qui augmente. Chaque millimètre de mercure compte. L'idée de créer une catégorie de tension élevée, c'est donc de dire attention, on entre dans une zone où le risque commence à être significatif, il est temps d'agir sans pour autant paniquer. Donnons des chiffres clairs pour que les gens puissent se situer. Si on se base sur la mesure prise au cabinet du médecin, ça donne quoi? Alors, c'est assez simple. On considère une tension comme vraiment optimale en dessous de 120-70. On parle de tension normale jusqu'à 129-79. Et notre nouvelle catégorie, la tension élevée, elle se situe entre 130-80 et 139-89. Et au-delà, c'est l'hypertension. Au-delà de 140-90, on entre dans le domaine de l'hypertension avérée, oui. Donc un 1,35-85 qui avant était juste un peu haut est maintenant clairement identifié. Mais vous parlez de la mesure au cabinet. On entend souvent parler de l'effet blouse blanche. C'est un mythe ou c'est une vraie réalité? Ah, c'est une réalité profonde. Je le vois tous les jours. Des gens qui sont parfaitement calmes, mais dès que je prends le tensiomètre, je peux presque sentir leur pouce s'accélérer sous mes doigts. C'est un réflexe. C'est un réflexe incroyablement puissant qui peut fausser la mesure. C'est pour ça que la confirmation se fait très, très souvent en dehors du cabinet. Ah, oui. Comment? Soit par automesure à la maison, soit avec un appareil qu'on porte pendant 24 heures, qu'on appelle un MAPA. Ça nous donne une vision beaucoup plus juste de la vraie vie de la tension artérielle. D'accord. Alors, imaginons un patient fictif, Patrick, 45 ans. Le médecin lui annonce une tension de 135-85, confirmée à la maison. Sa première réaction, c'est l'inquiétude. Il se dit oui, ça y est, je vais devoir prendre des médicaments tous les jours pour le reste de ma vie. C'est une crainte légitime, non? Tout à fait légitime. Et la réponse, grâce à cette nouvelle approche, elle est beaucoup plus nuancée qu'un simple oui ou non. La réponse du médecin sera « Patrick, ce chiffre est un signal important, mais ce n'est qu'une pièce du puzzle. Pour savoir ce qu'on doit faire, il faut que je regarde la photo d'ensemble. » Et c'est là que ça devient passionnant, je trouve. On sort un peu de la tyrannie du chiffre. Si un 13 585 ne mène pas automatiquement à une prescription, qu'est-ce que le médecin regarde d'autre? C'est quoi cette photo d'ensemble? C'est ce qu'on appelle l'évaluation du risque cardiovasculaire global. L'idée, ce n'est pas de traiter un chiffre, mais c'est de protéger une personne. On se pose la question, quelle est la probabilité pour cette personne, dans sa situation, de faire un accident cardiaque ou vasculaire, un infarctus, un AVC, dans les 10 prochaines années? D'accord. Et pour ça, on utilise des outils, des calculateurs de risque comme le modèle SCORE2 en Europe. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce calculateur? J'imagine qu'on y met plus que le chiffre de la tension. Beaucoup plus, oui. On y intègre les facteurs de risque classiques, l'âge et le sexe évidemment, le fait de fumer ou non, ce qui est un facteur majeur, et puis le taux de cholestérol, surtout le mauvais cholestérol. D'accord. En combinant ces infos avec la tension, on obtient un score, un pourcentage de risque sur 10 ans. Donc on a l'âge, le cholestérol, le tabac, c'est assez standard. Mais est-ce qu'il y a des facteurs plus subtils, des choses qui n'apparaissent pas dans une prise de sang, mais qui peuvent quand même tirer la sonnette d'alarme?
Excellente question. Oui, et c'est un autre grand apport de ces recommandations. On les appelle les modificateurs de risque. Ce sont des éléments qui ne sont pas dans le calcul de base, mais qui nous obligent, nous les médecins, à ajuster notre perception du risque. Par exemple, donnez-nous un exemple concret. L'exemple le plus parlant, ce sont les antécédents familiaux. Si votre père a fait un infarctus à 52 ans ou votre mère un AVC à 60, votre risque personnel est plus élevé que ce que le calculateur pourrait indiquer. C'est un signal génétique fort. Exactement. On peut aussi citer certaines maladies inflammatoires chroniques, comme la polyarthrite rhumatoïde, l'psoriasis. Ou encore, pour les femmes, le fait d'avoir eu une prééclampsie pendant la grossesse. Ce n'est pas juste un mauvais souvenir, c'est un vrai indice sur le risque futur. Pour que ce soit bien clair, comparons deux situations. Prenons Sarah, 50 ans, avec cette fameuse tension de 13,88. Elle ne fume pas, son cholestérol est bon, pas de diabète, pas d'antécédents familiaux particuliers. Pour Sarah, même avec une tension élevée, son score de risque global sur 10 ans sera probablement faible. Disons que le moteur tourne un peu vite, mais la carrosserie est en excellent état. Maintenant, prenons Dora. Elle a 50 ans aussi et exactement la même tension, 138,88. Sauf que Dora est diabétique et son père a eu une crise cardiaque à 52 ans. Là, tout change. Même si le chiffre de tension est identique, la présence du diabète et des antécédents familiaux fait exploser son score de risque. On passe d'un risque faible à un risque élevé, voire très élevé. Donc pour Dora, le même chiffre est beaucoup plus dangereux. Beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'on ne traite jamais un chiffre, on accompagne une personne. D'accord, donc pour Sarah, on ne saute pas sur les médicaments. La première étape, j'imagine, c'est tout ce qu'on peut faire soi-même. Par où on commence? On commence par ce qui est en réalité le traitement le plus puissant et le plus fondamental, les mesures hygiéno-diététiques, ou plus simplement les changements de mode de vie, c'est la base de tout. Le premier coupable qu'on pointe toujours du doigt, c'est le sel. La recommandation, c'est moins de 5 grammes par jour. Honnêtement, ça me paraît incroyablement bas. Rien qu'une part de pizza, ça doit nous faire exploser ce plafond, non? C'est vraiment réaliste? C'est une remarque très juste, et c'est le cœur du problème. Le piège, ce n'est pas la salière sur la table, qui représente à peine 10-15% de nos apports. L'immense majorité, 80%, c'est le sel caché dans les aliments transformés. Ah oui, les plats préparés. Oui, les soupes industrielles, le pain, la charcuterie, les fromages. Le premier réflexe à adopter, c'est de lire les étiquettes et de cuisiner le plus possible. C'est un effort, mais l'impact est énorme. Et pour contrebalancer ce sel, on parle souvent du potassium. Comment ça marche concrètement? C'est un bel exemple d'équilibre dans le corps. Le sodium, donc le sel, a tendance à retenir l'eau dans les artères et donc à faire monter la pression. Le potassium, lui, fait l'effet inverse. Il aide les reins à éliminer le sodium. C'est un duo en fait. Moins de sodium, plus de potassium. C'est ça. On le trouve en abondance dans les fruits, les légumes, pensez bananes, épinards, avocats, lentilles. Ensuite, l'activité physique. Est-ce qu'il faut se transformer en athlète de haut niveau pour que ça ait un impact? Pas du tout. L'objectif fixé est très accessible. 150 minutes d'activité d'endurance d'intensité modérée par semaine. Intensité modérée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est un peu essoufflé, mais on peut encore tenir une conversation. Ça peut être 30 minutes de marche rapide 5 fois par semaine. Le plus important, c'est la régularité. D'accord. On parle aussi beaucoup du poids. C'est un levier extrêmement puissant. On observe qu'une perte de poids de 5 à 10% du poids initial peut réduire la tension de manière très très significative. Pour quelqu'un de 100 kg, perdre 5 kg peut parfois suffire à normaliser la situation. C'est énorme. Oui. Et bien sûr, il faut parler de l'alcool à limiter au maximum et du tabac. L'arrêt du tabac, c'est la mesure la plus efficace qui soit pour réduire le risque global. C'est non négociable. Imaginons Abraham, 60 ans. Tension à 135,85, risque modéré. Son médecin lui explique tout ça et lui dit « On se donne 3 mois, on essaye et on refait le point ». Abraham sort de là un peu sceptique. Il se dit « Juste en marchant un peu plus et en salant moins mes frites, ça va vraiment changer quelque chose ». C'est une réaction très humaine. On est habitué à l'idée qu'un problème médical appelle un médicament. Et pourtant, la réponse est un immense oui. Ce qui est contre-intuitif, c'est que pour Abraham, une simple marche quotidienne a potentiellement plus d'impact que la meilleure pilule du marché. Le meilleur médicament à ce stade, c'est celui qu'on ne prend pas encore. C'est l'opportunité de reprendre le contrôle. Exactement. Cette période d'essai de 3 mois, c'est une véritable prescription thérapeutique. Mais alors, à quel moment la balance penche? Quand est-ce que le médecin se dit « Bon, les changements de mode de vie sont nécessaires, mais plus suffisants. Il faut passer aux médicaments ». La logique découle directement de l'évaluation du risque. Si on prend le cas d'une hypertension avérée, donc 140/90 ou plus, la question ne se pose pas vraiment. On commence un traitement d'emblée en plus, bien sûr, des conseils de vie.
D'accord. Ça, c'est pour l'hypertension. Mais revenons à notre zone grise, la tension élevée. C'est là que nos exemples, Sarah et Dora, nous éclairent. Pour Dora, qui a une tension élevée, mais un risque global déjà élevé à cause de son diabète, on n'attend pas. Le risque de base est trop important, on initie un traitement médicamenteux tout de suite, en parallèle des changements de vie. Et pour Sarah, qui a la même tension, mais un risque faible. Pour Sarah, on est exactement dans le cas d'Abraham. On applique ce que j'appelle la patience active. On se concentre à 100% sur le mode de vie pendant 3 à 6 mois, on la revoit, on évalue. Si malgré ces efforts, la tension reste élevée, alors on discute ensemble de l'introduction d'un traitement. La décision est toujours partagée. Toujours. Vous avez mentionné l'automesure à la maison. J'ai l'impression que ça devient de plus en plus central, non? Il y a des erreurs communes à éviter? Absolument. La plus grande erreur, c'est de le faire n'importe quand, n'importe comment. On ne mesure pas sa tension après avoir couru ou en pleine dispute. Oui, évidemment. La bonne méthode, c'est la règle des 3. 3 mesures le matin avant le petit déjeuner, 3 mesures le soir avant de dormir, et ce, 3 jours de suite, assis au calme après 5 minutes de repos. Ces chiffres, notés dans un carnet, sont une mine d'or pour le médecin. Ce qui ressort de tout ça, c'est vraiment l'idée d'une approche sur mesure, d'un dialogue. C'est le cœur de la médecine moderne. La personne est un partenaire actif. C'est elle qui vit avec sa tension tous les jours. Notre rôle est de lui donner les bonnes informations, d'évaluer le risque avec elle et de construire une stratégie ensemble. Si on devait résumer les 3 idées fortes à retenir de notre discussion. La première, pour moi, c'est que tension élevée n'est plus un concept flou. C'est un vrai signal d'alarme qu'il faut entendre. La deuxième, et c'est la plus importante à mon sens, c'est qu'il ne faut plus avoir peur d'un chiffre. La décision ne dépend jamais d'un chiffre isolé, mais d'une vision globale de la personne. Et la troisième, c'est que le mode de vie n'est pas un petit plus. C'est la première ligne de traitement, la base indispensable sur laquelle tout le reste se construit. Exactement. Et pour conclure, si on se projette un peu, ces recommandations ouvrent déjà la porte à l'avenir. On y parle de thérapies plus ciblées, de techniques innovantes. Ça m'amène à une réflexion. On vous écoute. On est en train de passer d'une médecine de catégorie, vous êtes dans la case normale, élevée ou hypertension, à quelque chose de beaucoup plus dynamique. La question de demain, ce ne sera plus dans quelle case êtes-vous, mais plutôt quelle est votre trajectoire. C'est-à-dire qu'on essaierait de corriger la courbe bien avant même d'atteindre la zone de danger. Précisément. À mesure que la médecine devient plus personnalisée, avec l'analyse génétique ou autre, pourra-t-on un jour identifier les personnes dont la trajectoire de tension est à risque, bien avant que les chiffres ne montent, et intervenir de manière ultra ciblée, non pas pour traiter une maladie, mais pour préserver une santé optimale toute la vie. C'est une perspective fascinante. La gestion de la tension artérielle n'en est qu'au début de sa révolution alors. Tout à fait. On n'a pas fini d'en parler.